Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 19 juillet 2026 et notre cher ami Nima Al-Korshid est avec nous. Bienvenue à nouveau, Ray McGovern. Merci Nima. Evet Siwani, pas Harry Tafriso, and a smart ami dis more rain speak or for dothwi. Nima, je peux t'interrompre une seconde. Allez-y. J'étais hier sur Al Arabiya avec notre ami commun, Mohamed Marandi, et je me suis dit qu'il fallait donner un visage humain à tout ce conflit. Qu'au fond, nous sommes tous frères et sœurs, que la justice, c'est ce que la plupart d'entre nous, les gens attachés à la justice, veulent, et que ces personnes, simplement en tant qu'êtres humains, parlent le même langage. Bref, pour faire court, j'ai demandé à un ami irano-américain, pas toi Nima, comment je pourrais dire ce que je veux dire en farsi. Et j'ai donc une phrase avec laquelle j'aimerais commencer. Pour ceux de ton public qui parlent le persan ou le farsi, j'espère que je vais bien la prononcer. C'est mon meilleur essai. Man mikaham yodavari kanan ke aksiriate brikaha zede in shang hastan va arzuya zhol ba melate iran ra. Pour ceux qui ne connaissent pas le farsi, je voudrais rappeler que la plupart des Américains s'opposent à cette guerre et espèrent un avenir pacifique entre le peuple américain et le peuple iranien. Inch'Allah. 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 Oui, exactement. C'est à mon avis un message vraiment très fort. C'est ce qu'il y a de plus important en ce moment entre les deux nations. C'est essentiel. Je ne peux pas assez insister là-dessus. Oui, je pense, et j'espère que les dirigeants iraniens comprennent que l'administration et ce que fait l'administration actuelle à Washington ne représente pas la volonté du peuple. Depuis le tout début, plus de 70% des Américains sont opposés à cette guerre. C'est donc une situation anormale qu'il faut traiter avec prudence. Mais au fond, il y a plus de gens justes que d'injustes. J'ai une grande confiance en mes compatriotes. Le bien finira par l'emporter. En attendant, il faut de la patience, de la délicatesse et de la diplomatie. Oui, exactement. Ray, parlons de ce qui s'est passé hier, l'attaque iranienne contre la Jordanie. Et on dirait qu'il y a... Attends, je vérifie ton micro, Ray. On dirait que... Je ne sais pas. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Mais il y a un souci avec le micro. Je vais essayer de régler ça. D'accord. Oui, d'accord. C'est bon maintenant. Oui, D'accord. Ray, hier, il y a eu une attaque contre la Jordanie. On l'a appris un peu plus tard, grâce au communiqué du CENTCOM. Ils ont indiqué que 2 soldats avaient été tués, qu'un autre était porté disparu, et qu'une quinzaine, peut-être 16 militaires, avaient été envoyés en Allemagne à cause de la gravité de leurs blessures. Voilà où en sont les choses entre les deux camps. Et aujourd'hui, il y a eu de nouvelles attaques sur le port, ce qu'ils appellent le port d'Aqaba, en Jordanie, et près d'Eilat, en Israël. Le système de défense aérienne israélien a tenté d'intercepter certains de ces missiles parce qu'ils étaient vraiment très proches d'Eilat, de cette zone du sud d'Israël. Voilà la situation en ce moment. Donald Trump, à chaque fois qu'il parle de la situation, dit que l'Iran n'a plus de force aérienne, plus de marine, ni de missiles, que 99% ont été détruits. Et pourtant, on voit que ça recommence.
Quelle est, selon vous, la situation dans laquelle nous nous trouvons? Et avec les attaques qui se sont encore intensifiées hier et aujourd'hui, on a eu des frappes contre des usines de dessalement, des centrales électriques. On a l'impression que la guerre touche désormais les infrastructures. Well, Nima, with respect to our president, Eh bien, Nima, en ce qui concerne notre président, les premiers peuples sur lesquels nous, Européens à l'origine, avons exercé notre domination, c'étaient les Amérindiens, qu'on a appelés Indiens par erreur. Et les Indiens ont fini par dire « l'homme blanc parle avec une langue fourchue ». Eh bien, on sait ce que ça veut dire, surtout après ces dernières années, et les Iraniens l'ont bien compris. Ils ne se laisseront plus tromper par de belles paroles destinées à atteindre des objectifs évidents, comme rouvrir le détroit d'Ormuz. Quant aux 2 Américains tués, je ne connais pas de réaction immédiate de la part de Trump. I don't know of any immediate response on the part of Trump. I would have expected he would do one of his. Je m'attendais à ce qu'il envoie un de ses fameux emails à l'instant. Mais ce que je sais, c'est que la plupart des Américains vont se demander « Eh bien, que faisaient ces 2, 3, 4 ou 16 personnes là-bas? Est-ce que la Jordanie, est-ce que l'Iran représentait une menace pour les États-Unis? » Et la réponse est clairement non, bien sûr que non. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ils étaient là pour Israël. Israël est derrière tout ce désordre, et pour la première fois depuis 1948. Et je me souviens de 1948. Il y avait une grande liesse parce que Ever since 1948, and I remember 1948, great rejoicing that a people without a homeland. qu'un peuple sans patrie ait trouvé une patrie sans peuple. C'était un énorme mensonge dès le départ, d'accord? Pour la première fois depuis, les Américains commencent à comprendre tout ça. Et ce n'est qu'une question de temps avant que Trump ne doive ajuster sa position et, disons-le, soit agir, soit se taire à propos d'Israël. Alors, Israël, d'après ce que je sais, a été ces derniers jours exceptionnellement réservé. Peut-être que tu en sais plus ce matin. Mais ils attendent de voir jusqu'à quel point Trump va réagir de manière instinctive et faire le travail à leur place. En attendant, ce que je veux dire, c'est que Netanyahou ne peut plus se vanter comme il le faisait. Bon sang, ça fait déjà 25 ans, en 2001, dans le salon de cette grande sympathisante, quand elle lui avait dit « Mais le monde entier sera contre nous à cause de ce qu'on fait aux Palestiniens. » Et lui avait répondu « Ne t'inquiète pas, ce qui compte, c'est les États-Unis. » Et on peut les orienter dans n'importe quelle direction qu'on veut. 80% des Américains nous soutiendront quoi qu'on fasse. C'est absurde. Point final. Fin de citation. On a la vidéo. Elle est sur YouTube. Bon sang. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ce n'est plus le cas. Plus maintenant. Même au Congrès, certains commencent à parler, à se demander « Est-ce qu'on va vraiment laisser les Israéliens nous entraîner dans des guerres impossibles à gagner, contre un peuple incroyablement résilient, qui ne nous laissera pas l'emporter et qui est prêt à mettre en péril la survie économique du monde plutôt que de céder ?» Le détroit d'Ormuz et maintenant Bab el-Mandeb. Voilà les points clés. C'est l'équivalent d'une arme nucléaire pour l'Iran, entre les mains des Houthis. Et je veux conclure en rappelant le président Kennedy, qui est à l'origine de ma venue à Washington et de mon engagement dans ce genre d'affaires. Il a lancé cet avertissement 6 mois après qu'on ait failli faire exploser le monde avec la crise des missiles de Cuba. Il a dit, écoutez, la pire chose qu'on puisse faire, et on l'a appris, Khrouchtchev et moi, il y a 6 mois, c'est de placer une grande puissance nucléaire devant un choix entre une retraite humiliante et l'usage de l'arme nucléaire. Aujourd'hui, l'Iran a l'équivalent d'une arme nucléaire, du point de vue stratégique, avec les détroits dont je viens de parler. Ils mettent Trump face à une défaite humiliante. Et mon Dieu, que va-t-il faire? Je n'en sais rien. Il est totalement imprévisible. Est-ce qu'il utiliserait une arme nucléaire
Ou est-ce qu'il autoriserait Israël à en utiliser une? Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que justement parce qu'il est si imprévisible, j'admire, d'une certaine manière, la façon mesurée dont les Iraniens agissent dans cette situation. Oui, ils tirent sur 2 navires dans le détroit. Leur riposte reste mesurée, mais je pense qu'ils vont réagir plus fermement à mesure que ces attaques se poursuivent. Et ça m'inquiète, parce que, acculé, personne ne peut prévoir ce que Trump fera. La bonne nouvelle, c'est qu'à mon avis, l'Iran peut se dire, eh bien, nous avons le soutien des Chinois, avec une technologie très avancée qui rend nos missiles déjà précis, encore plus précis. Et nous avons le soutien total de la Russie, juste au nord, qui ne nous laissera pas tomber. Alors j'espère simplement que s'il reste des gens raisonnables à Washington, ils finiront par dire à Trump, c'était vraiment une très mauvaise idée. Les Israéliens t'ont piégé là-dedans. Tu vas vraiment les laisser te pousser à aller encore plus loin. Tu penses quoi, Ray, de ce qui se passe en Asie de l'Ouest? Est-ce que d'une certaine façon, les pays du CCG sont tous impliqués là-dedans? Je ne veux pas parler d'un ou deux en particulier, mais bien de l'ensemble, parce que ça fait longtemps que cette approche fait partie de la politique régionale. Accueillir des bases américaines est perçu, d'une manière ou d'une autre, comme une garantie de sécurité pour la région. Mais au final, tu vois, comme tu l'as dit, Israël, qui a déclenché cette guerre, qui a convaincu l'administration Trump que cette guerre allait apporter une immense victoire, à la fois pour Donald Trump et pour Israël, eh bien Israël échoue, et il n'est même plus directement impliqué dans le conflit en ce moment. Pendant qu'on parle, la guerre se déroule entre les États-Unis et l'Iran, et le champ de bataille, ce sont les pays du CCG et l'Iran ensemble. Et comment voyez-vous le rôle des pays du Golfe, les pays du CCG? D'un côté, ils constatent à quel point cette guerre est dévastatrice pour eux. De l'autre, ils coopèrent avec les États-Unis dans le cas du détroit d'Ormuz, comme vous l'avez mentionné, ce qui est d'ailleurs important. Le seul objectif, la seule priorité des Iraniens en ce moment, à mon avis, c'est le détroit d'Ormuz, le contrôle du détroit d'Ormuz. Et une fois qu'ils auront ce levier, ils pourront s'en servir pour peser sur d'autres dossiers importants dans la région, le Liban, la Palestine, et aussi pour exercer une pression économique sur les États-Unis, afin de les pousser à agir sur la question d'Israël. C'est ça, Nima, c'est essentiel. Quand l'Iran a tenu bon face au pire de ce que les États-Unis pouvaient lui infliger, je pensais que les monarchies du Golfe, tous ces rois, ces émirs, toute cette royauté, ma grand-mère irlandaise les appelait les grands pontes, d'accord? Eh bien, je pensais que ces grands pontes seraient assez lucides pour sentir d'où venait le vent, bon sang, pour regarder la carte, pour examiner l'inventaire des armes que les États-Unis ont, qu'ils ont encore, ou à peine, et voir comment l'Iran avait résisté à tout ça, avec des milliers et des milliers de missiles bien plus précis. Je veux dire, ils auraient dû se dire, mon Dieu, on a misé sur le mauvais cheval. Oui, oh là là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Avant, on n'avait que du sable, mais maintenant, on a du pétrole. On ne peut pas boire du pétrole. On a besoin de ces usines de dessalement. Ah, on a du gaz. Oui, mais on ne peut pas manger du gaz. Ah, on a de l'or. Très bien. On pourra serrer l'or dans nos bras pendant qu'on meurt de soif et de faim. Franchement, est-ce qu'ils vont finir par se réveiller? Je pensais qu'ils l'auraient déjà fait, mais non. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont à ce point figés, à ce point enfermés dans l'idée que les États-Unis vont venir les sauver au dernier moment. Si c'est le cas, pour moi, c'est la fin des monarchies du Golfe. Elles retourneront à la poussière. Et dans la poussière, elles retourneront. D'accord? J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Il me semble qu'elles sont au cœur du problème.
I'd be interested in your opinion here. They seem to be the key to the problem. They do want that strait open. Ils veulent vraiment que ce soit complètement ouvert. Est-ce qu'ils vont expulser les forces américaines de leur base? Je crois qu'il y a des dizaines de milliers de soldats américains au Koweït. Il y en a d'autres un peu partout dans la région. Il y a des marines et la 82e division aéroportée au large. Est-ce qu'ils vont leur dire de rentrer chez eux et essayer de trouver un accord avec l'Iran, un genre de modus vivendi, où ils pourraient coexister sans garder autant de richesses qu'aujourd'hui? Mais vous savez, on ne peut pas boire le pétrole, on ne peut pas manger le gaz et s'endormir ou partir pour l'éternité en serrant son or dans les bras, ce n'est pas vraiment une belle perspective. Alors je ne sais pas. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous croyez que les monarchies du Golfe vont enfin se réveiller et comprendre dans quel sens souffle le vent? Un petit mot là-dessus, Ray. Parce que la guerre, ce qui s'est passé pendant la guerre, même avant qu'elle ne commence, l'attaque contre Doha par les Israéliens, je pensais que ça pouvait être un avertissement pour eux. Parce qu'Israël va réagir. Si Israël attaque Doha, on peut imaginer qu'ils peuvent attaquer n'importe quel pays de la région. Mais aujourd'hui, selon moi, tous les calculs ont été bouleversés dans chaque partie de la région, du côté des Iraniens comme du côté des pays du Golfe, à cause de la guerre et de ses conséquences. Il y a en ce moment un élément qu'on ne peut plus ignorer dans ces calculs. Cet élément, c'est le détroit d'Ormuz. C'est aussi le conflit permanent entre l'Iran et les États-Unis. Et je ne vois pas les États-Unis reculer, pas à cause d'Israël. Israël ne va pas reculer et ils ont beaucoup d'influence sur l'administration Trump. C'est pour ça que je ne pense pas que cette administration fera quoi que ce soit pour essayer de désamorcer la situation en Asie de l'Ouest. Alors, qui sont ces pays du CCG? Quel serait leur rôle? Est-ce qu'ils vont rester sous la coupe des États-Unis, d'Israël et de l'administration Trump? C'est une vraie question. À mon avis, sur le plan économique, ils ne peuvent pas s'en détacher. Ils ne peuvent pas se libérer de leur dépendance vis-à-vis de l'Occident. Mais d'un autre côté, ils ont des problèmes de sécurité dans la région. Ils doivent en tenir compte. Ils doivent prendre ça en considération. Je ne sais pas ce qui va se passer parce qu'au fond, ce ne sont pas des acteurs qui prennent des décisions de manière rationnelle. Oui. Eh bien, vous savez, les États du Golfe ont bien sûr accordé aux États-Unis d'énormes concessions économiques et financières en échange de leur protection. C'est, d'une certaine façon, comme de l'argent versé pour être protégé. Mais cette protection, ils ne l'ont plus. Alors quand vont-ils se réveiller? Quand vont-ils se dire « Mon Dieu, les Iraniens ne vont pas céder » et peut-être « Mon Dieu, il faudrait qu'on trouve un accord » qu'on voit s'il n'y a pas un moyen de s'entendre avec l'Iran et de dire « D'accord, on gère ça entre nous, dans cette région. On n'a pas besoin d'ingérence extérieure. » Ce serait logiquement la chose à faire. Le problème, comme vous l'avez souligné, c'est Israël et l'influence qu'il exerce sur le président. Maintenant, il y a des élections qui arrivent, ici en novembre. Et il y en a aussi en Israël, en septembre, si je ne me trompe pas. Alors que va-t-il se passer d'ici là? Le détroit peut-il rester fermé indéfiniment? Can the strait remain closed until then? If that happens, there's a worldwide. D'ici là, si ça arrive, on aura une dépression mondiale. Et est-ce que les États-Unis échapperont à ces effets? Non, pas du tout. Est-ce que le prix de l'essence va approcher les $10 le gallon avant les élections? Oui, très probablement. Ce qui m'inquiète, et là, je parle de politique intérieure, c'est que Trump et sa petite coterie de conseillers sionistes n'ont visiblement rien à faire des élections de mi-mandat. Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? Pourquoi? Pourquoi irait-il se disputer avec le pape? Bon sang. Alors que 55% des catholiques, j'ai honte de le dire, ont voté pour Trump la dernière fois.
Alors vous voyez, je ne peux qu'en conclure qu'ils ont d'autres plans. Oui, d'autres plans. I can only conclude they have other plans. They have other plans. And so one way to look at this is that 250 Alors, on peut years voir les choses comme ça. Republic, 250 ans de pretty good by any République. standard. C'est déjà pas mal, Will we be able quel to que do soit le that critère. come Est-ce qu'on this sera capable de la préserver en novembre prochain? Franchement, je n'en sais rien. Parce que l'ICE, ces gens-là, la garde nationale, si Trump décide de les utiliser, et même une partie de l'armée, s'il reçoit l'ordre d'en mobiliser une partie, peuvent empêcher l'élection ou l'influencer d'une manière qu'on n'a jamais vue en 250 ans. C'est pour ça que je pense que Trump serait encore plus obstiné, en plus de l'influence des sionistes, à ne pas lâcher prise. Ou, vous savez quoi, je vais le dire clairement, j'ai parlé de Kennedy. Il ne faut jamais mettre une puissance nucléaire face à un choix impossible entre une défaite humiliante et l'usage de l'arme nucléaire. Humiliating defeat and using nuclear weapons. What are the chances? Quelles sont les chances? Quelles sont les chances que quelqu'un dise à Trump, « Écoute, une de ces petites mini-bombes nucléaires sur cette installation iranienne-là, ça suffira. Ils vont céder, rentrer dans le rang et accepter nos conditions. » Qu'est-ce qu'il répondrait? J'en sais rien. Franchement, je n'ai aucune confiance dans ma capacité à prévoir ce qu'il dirait. Et l'Iran non plus. Ni la Russie, ni la Chine, ni les autres pays de la région. Dans ces conditions, mon Dieu, pire encore, est-ce qu'il donnerait à Israël la permission de le faire? Ne croyez pas que les Israéliens, enfin peut-être qu'ils le feraient d'eux-mêmes. Ils ont aussi l'arme nucléaire, non? Ils sont dans une situation extrême. Netanyahou ira en prison si ça tourne mal pour lui en septembre. Est-ce qu'il le ferait? Est-ce qu'ils en parleraient aux États-Unis? Probablement pas. Est-ce que les États-Unis feraient semblant de ne rien voir et laisseraient faire? Donc vous voyez, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les enjeux sont énormes. Et la leçon pour l'Iran, à mon avis, c'est de suivre le guide suprême, qui semble plutôt habile en diplomatie. Je me souviens du mémorandum d'entente. Le guide suprême avait dit « Écoutez, je ne suis pas totalement d'accord avec vous là-dessus. J'ai des réserves. Mais bon, ça vaut la peine d'essayer. Voyons ce que ça donne. » Cet homme est très perspicace. Il est capable de dire les choses clairement. Et hier encore, il s'est exprimé d'une manière vraiment très lucide. Ce qui m'inquiète, c'est de mettre en colère des gens comme Trump ou Netanyahou au point qu'ils se retrouvent face à un choix terrible. Subir une défaite humiliante ou utiliser la seule chose qu'il leur reste, une mini-bombe nucléaire. Pas de la taille d'Hiroshima ou de Nagasaki, non, rien de tel. Mais enfin, soyons sérieux. C'est exactement ce qu'il faut éviter à tout prix, à mon avis. Et si cela veut dire réagir un peu plus prudemment aux frappes américaines, eh bien, œil pour œil, d'accord, mais cet homme est imprévisible. Les conséquences possibles sont effroyables. Donc jusqu'à présent, je dirais que j'admire la manière mesurée dont les Iraniens réagissent aux dernières provocations. Ray, est-ce que tu vois une invasion terrestre ou une sorte d'affrontement direct entre les Iraniens et les États-Unis sur le terrain? Je ne sais pas si tu penses que ça pourrait se passer au Kurdistan irakien, parce qu'il y a eu beaucoup trop d'attaques du côté iranien. Vraiment trop. C'était avant-hier, dans la nuit. Ils ont attaqué, ils ont littéralement incendié toutes les montagnes de cette zone avec leurs munitions. On a vu des explosions secondaires, ce qui veut dire que la zone touchée, celle que les Iraniens ont frappée, contenait des dépôts de munitions. Donc il se passe beaucoup de choses à cette frontière entre l'Iran, l'Irak et le Kurdistan irakien. Et je ne sais pas si tu vois aussi quelque chose se préparer dans le sud de l'Iran, du côté des îles. Et comme l'ont mentionné à plusieurs reprises des généraux américains, leur raisonnement, en gros, c'est que si on prend certaines de ces îles et qu'on y déploie des troupes, on aura une forme de levier.
Peut-être qu'on pourra rouvrir le détroit d'Ormuz ou dominer la partie sud de l'Iran. Et du côté iranien, le conseiller militaire du guide suprême a déclaré hier « Imaginez que vous mettiez vos troupes au sol. Comment allez-vous les sauver ?» Il a répété « Si vous déployez des troupes sur le terrain, comment comptez-vous les sauver? Parce que ce sera un piège pour elles. Elles seront attaquées. Ce sera sanglant. Nous savons très bien ce qui se passera si elles vont jusque-là. » Eh bien, en ce qui concerne les Kurdes, j'ai vraiment de la peine pour eux. Ce sont les pions de l'histoire. Ils ont été utilisés par tel ou tel empire pour servir ses propres intérêts. Ils sont désespérément divisés. Je ne vois pas de menace majeure venant des Kurdes qui se trouvent là-haut, près de l'Iran, au nord. Maintenant, pour le reste, une invasion terrestre, c'est impossible de soutenir une invasion terrestre d'envergure. Je crois qu'il y a l'équivalent de 2 bataillons de Marines au large. Il y a aussi quelques unités de la 82e division aéroportée. Mais où iraient-ils? Où ces soldats de la 82e pourraient-ils sauter en parachute, avec un fusil et quelques affaires qui tiendraient peut-être une journée? Comment seraient-ils réapprovisionnés? Et que se passerait-il pour ces marines s'ils tentaient une invasion terrestre, même sur l'une de ces îles? Eh bien, ils pourraient s'emparer d'une île, et ensuite ils seraient, pardonnez l'expression, complètement anéantis. Et puis, on aurait encore plus de cercueils. Enfin, non, on ne dit plus cercueil, on dit caisse de transfert. Ces corps de soldats américains rentrent au pays dans des caisses de transfert, plus dans des cercueils. Et ils sont accueillis avec les plus grands honneurs. Combien de centaines de ces caisses allons-nous recevoir? Moi, je pense que Trump, j'espère qu'il est conseillé par les plus hauts gradés, parce que ce serait une mission insensée. Ce serait pire que toutes les autres erreurs commises, parce qu'il se ferait tuer. Vous m'avez parlé des généraux. J'ai posé la question à notre ami commun, Larry Wilkerson. Lui, il connaît bien les généraux, d'accord? Il aurait dû être général lui-même, selon toute logique. Mais ce n'est pas une question de choix personnel, c'est juste la réalité. Les généraux saluent. C'est comme ça qu'ils sont devenus généraux. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai étudié à l'université Fordham. Le général Jack Keane y est allé aussi. Il avait 5 ans de moins que moi, d'accord? Alors voilà une histoire un peu apocryphe. Il y a une réunion des anciens de la réserve, ceux de sa promotion, donc 5 ans après la mienne. Le général Keane a 4 étoiles, et Malarkey, John Malarkey, est major, d'accord? Et tout le monde demande. Alors, qu'est-ce que tu penses d'un général 4 étoiles? Et il répond, eh bien, vous savez quoi? Je vais lui demander. Général Keane, comment êtes-vous devenu général 4 étoiles? Et il dit, écoutez, la méthode c'est simple. Quand votre supérieur vous dit, on va faire ça, même si c'est une idée complètement stupide ou bizarre, vous répondez, excellente idée, mon général. Oui, monsieur. Et tu es promu, et tu le répètes à chaque fois, même si c'est vraiment ridicule. Oui, monsieur, on va le faire. Vous savez, on en est capable. Et Malarkey, John Malarkey, le major, dit « Eh bien, c'est n'importe quoi ». Et Keane lui répond « Je me souviens de toi, Malarkey. C'est exactement ce que tu disais toujours. C'est pour ça que t'es resté major. » Enfin bref, pour revenir à ce que Larry Wilkerson m'a dit, très sérieusement, ces généraux, surtout ceux à 2, 3 ou 4 étoiles, sont des animaux politiques. Ils ne résistent pas, ils obéissent. Et on le voit bien à la façon dont ils ont pu mener cette marche insensée contre un pays lointain, très lointain. Je veux dire, ils regardent pas la carte, bon sang. Je veux dire, dans l'infanterie de l'armée, j'étais officier du renseignement d'infanterie. D'accord. Ça peut paraître un peu cliché, mais avant toute opération, même une simple attaque de section, on faisait toujours une estimation de la situation.
D'accord. Combien d'ennemis? Comment sont-ils armés? Comment sont-ils déployés? Quel est le terrain? Quelle est la météo? Et enfin, les LOC, d'accord? LOC, les lignes de communication et de ravitaillement. Ces généraux ne connaissent pas tout ça? On ne leur a pas appris à regarder comment on ravitaille tout ça depuis l'autre bout du monde. Là, la Chine, enfin c'est un peu absurde pour quelqu'un formé comme moi avec ces réflexes-là, de se rendre compte que les généraux, eux, s'en fichent complètement de ces principes de base. Ils se contentent de saluer et de dire oui, on peut le faire. Et c'est ça, moi, qui me fait peur. Et c'est exactement ce que Larry Wilkerson m'a dit. Il m'a dit, Ray, tu ne peux pas compter sur les généraux pour faire autre chose que saluer bien droit et décrocher leurs 4 étoiles. Contrairement au major Malarkey, qui est toujours major, lui. Donc, c'est vraiment dangereux. Et tu sais, si on n'a rien appris de la première confrontation avec l'Iran cette année, sans même parler de l'an dernier, eh bien, ça va continuer, à moins que quelqu'un dise à Trump, « Écoute, le monde est en train de plonger dans une profonde dépression. Tu vas perdre les élections de mi-mandat. Il faut battre en retraite. Les Iraniens ne vont pas céder. Trouvons un accord, ou au moins, rouvrons ce fichu détroit. » Et pour que ça arrive, il devra faire des concessions. Est-ce qu'il le fera? Ou est-ce qu'il ira jusqu'à des mesures extrêmes? Et tu vois bien de quoi je parle. Des mesures extrêmes, en situation extrême. C'est ça qui m'empêche de dormir la nuit. Ray, il y a quelques instants, il a tweeté que... Attendez, je l'ai ici. Il a tweeté qu'il allait imposer des sanctions à l'Iran. Il veut ajouter l'Iran à cette résolution censée faire pression sur la Russie. Je vous lis le tweet qu'il a publié. Comme vous pouvez le voir, il dit que les républicains devraient ajouter l'Iran au projet de loi sur les sanctions contre la Russie. Ce texte a été préparé par Lindsey Graham et son ami Blumenthal pour accentuer la pression sur Moscou. En ce moment, Donald Trump en remet une couche. L'époque du protocole d'accord est terminée. L'esprit d'encourage a disparu. Il ne reste plus rien. Et on revient à la même situation qu'on connaissait sous l'administration Biden avec la Russie. Et maintenant, Donald Trump est arrivé et on se retrouve avec un nouveau conflit en Asie de l'Ouest. Et les deux fronts. On voit bien le conflit se jouer sur deux terrains en ce moment, entre les États-Unis et la Russie, et entre les États-Unis et l'Iran. Sur les deux fronts, les acteurs sont, je dirais, d'une patience incroyable. Ils observent simplement les États-Unis. Selon la manière dont les États-Unis agissent, ils réagiront. Ils attendent de voir. D'après ce que je comprends de la réponse russe et de la réponse iranienne, leur attitude est très mesurée. Ils savent exactement ce qu'ils font, et ils ne veulent pas d'une escalade qui pourrait provoquer une catastrophe dans la région. Et c'est juste, c'est aussi comme ça que je le vois. Plus de sanctions, mon Dieu, vous savez. Les Chinois ont clairement fait comprendre qu'ils se moquent complètement des sanctions. Maintenant, je veux dire, les Chinois jouent un rôle majeur dans tout ça. La Russie a réussi à tenir malgré les sanctions. L'Iran aussi. Depuis combien de temps résiste-t-il à ces sanctions? De toutes sortes de manières. Ce que je vois là, c'est l'influence du secrétaire au Trésor, qui n'a pas toute sa lucidité et qui pense que les États-Unis sont encore un empire capable d'imposer sa volonté partout où il veut. Ce type est incroyablement naïf. Il raisonne avec un schéma qui n'existe plus depuis 30 ou 40 ans. Et quand on a quelqu'un comme ça pour vous conseiller, eh bien on finit par faire des choses du genre. Les droits de douane. Oui, les droits de douane. Quelle bonne idée. Allons-y. Mettons des droits de douane. Pas vraiment une bonne idée sur le plan économique. Il y a d'excellents économistes, certains sont même connectés ici, qui pourraient conseiller Trump d'y aller et de dire « Écoutez, désolé, mais c'est ce qu'il faut faire. » Yellen, elle, ne fera pas ça. Voilà.
Alors on a de nouvelles sanctions, mais ça ne change rien dans l'ensemble. Ce qui change vraiment quelque chose, et il faut toujours le rappeler, c'est que la Russie et la Chine sont plus unies que jamais. La Chine a exprimé un soutien sans équivoque à la Russie concernant l'Ukraine. D'accord. Ça, c'est arrivé il y a des années. En fait, c'est arrivé 2 semaines avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine. J'ai de sérieux doutes sur le fait que Poutine aurait envahi l'Ukraine s'il n'avait pas obtenu, ou plutôt s'il n'avait pas eu, l'accord préalable de Xi Jinping le 4 février 2022. Eh bien ça, on n'aime pas. Vous savez, nous, on est vraiment des gens de Westphalie. On n'aime pas qu'on vienne nous envahir. Mais vous avez des intérêts fondamentaux. On le reconnaît. Alors, allez-y. Faites-le. Mais pas avant la fin des Jeux olympiques d'hiver, qui allaient justement commencer. Ils se sont terminés le 21 février. Vous vous souvenez que l'invasion a eu lieu le 24. Ce n'est pas un raisonnement du type « après cela, donc à cause de cela ». Je veux dire, c'est clair pour moi maintenant. Ça ne l'était pas à l'époque, mais aujourd'hui, oui. Et maintenant, les Chinois s'opposent très fermement aux missiles Typhoon au Japon ou en Corée du Sud. Ils ont l'avantage parce que les États-Unis ont épuisé leurs ressources, leurs armes et tout le reste, au point qu'il est presque risible d'imaginer que la marine américaine puisse rivaliser avec une marine chinoise toute neuve et très moderne. Et ça, c'est nouveau. Avant, ça n'arrivait pas. C'était pas le cas il y a seulement 7 ou 8 ans. Donc, ce nouvel arrangement, ce changement tectonique dans ce que les anciens soviétiques appelaient le rapport de force, ça dépasse tout le reste et ça donne à Poutine l'assurance qu'il a le soutien de ce grand frère, n'est-ce pas? Et de la même façon, les Chinois comprennent bien que l'Ukraine doit tourner à l'avantage de Poutine, parce que c'est aussi dans leur intérêt. Et je n'exclurais pas que la Chine cherche à semer un peu de désordre en mer de Chine méridionale ou dans le détroit de Taïwan, si elle voyait que le président s'apprêtait à prendre des mesures extrêmes. Parce que dans ce cas, le président se retrouverait face à une guerre sur 3 fronts, l'Ukraine, l'Asie de l'Ouest et l'Asie de l'Est. Autrefois, on planifiait pour une guerre et demie. On avait les forces militaires pour faire face à une guerre et demie. 3, pas vraiment. Surtout vu l'état de l'armée américaine et des forces européennes, enfin ce qu'il en reste. Donc oui, le paradigme a changé. C'est juste que Trump et les autres n'ont pas encore pris la mesure de cette nouvelle réalité. Mais heureusement, comme vous le soulignez, je pense que ces gens-là sont plus prudents. Je parle des Russes, des Chinois et des Iraniens. Ils vont laisser les choses se dérouler en espérant que cette personne imprévisible ne fasse rien. Enfin, ne fasse pas le genre de choses à laquelle il pourrait être tenté de céder, pas seulement sous les conseils du secrétaire au Trésor Besson, peu importe, mais aussi sous ceux des militaires qui ont eu leurs 4 étoiles en saluant. Trump dit, peut-être qu'on pourrait utiliser une mini-bombe nucléaire. Et eux répondent, excellente idée, monsieur. Allons-y. On s'en charge. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça pourrait arriver? Oui, ça pourrait arriver. Et ça me fout une peur bleue. Ray, le président libanais, Joseph Aoun, est actuellement aux États-Unis. Il va rencontrer Donald Trump. Et l'objectif principal, à mon avis, c'est que Donald Trump cherche à exercer une pression sur le Hezbollah à l'intérieur du pays, comme cela faisait partie du protocole d'accord entre Israël et le Liban. Tout tourne autour de l'armement de l'armée libanaise. Quel type d'armes? Apparemment, ce seraient des armes légères. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Comme l'a dit Tom Brock, l'idée, c'est de les armer pour vaincre le Hezbollah à l'intérieur du pays, pas pour riposter, pas pour s'en prendre à Israël. C'est ça le but principal, s'ils décident de les armer. Mais la vraie raison derrière tout ça, l'objectif central, c'est d'affaiblir le Hezbollah sur le plan intérieur et de provoquer une sorte d'affrontement au Liban pour réduire son influence.
c'est vraiment le cœur de la stratégie. Et sur le plan financier, militaire, sur tous les plans, ils mettent tout en œuvre. Et d'une certaine manière, ce protocole d'accord entre Israël et le Liban a en quelque sorte légitimé l'occupation israélienne dans le sud du Liban. Voilà ce qui se passe. Mais le problème, c'est que si Israël essaie d'escalader, et on sait qu'à un moment, ils vont reprendre la guerre, Israéliens, Libanais et le Hezbollah, alors, sur le champ de bataille, quand Israël essaiera de gérer la situation, à cause des nouvelles capacités des drones FPV du Hezbollah, ces drones qu'ils utilisent et pour lesquels Israël n'a pas encore de solution, ils vont devoir frapper fort. Par exemple, la dernière fois, ils ont essayé de toucher Dahiya, à Beyrouth, pour répondre au Hezbollah. Ensuite, on a vu l'Iran riposter à son tour contre Israël. C'est ça le calcul. C'est la logique du gouvernement iranien et des forces armées iraniennes. Hier encore, on a vu que l'Iran a frappé des cibles en Syrie, notamment cette base américaine en Syrie. C'était, à mon avis, un signal d'avertissement pour leur dire « si vous faites quelque chose ». Parce qu'il y a eu au sommet de l'OTAN certaines négociations entre Donald Trump et Al-Jolani. Ces discussions portaient sur une possible ingérence ou une aide à Donald Trump au Liban, dans le nord du pays. Hezbollah, lui, est essentiellement concentré sur le sud. Et l'idée, c'était de détourner son attention du sud et peut-être de provoquer une sorte d'incursion dans le nord, en utilisant cet homme, Al-Jolani al-Shara, en Syrie. Donc, tout ce que j'ai évoqué là montre à quel point la situation dans la région est complexe. On voit bien que tout semble se préparer à une forme d'escalade. Comment tu vois ce front, Ray? Bon, d'abord, il faut vraiment se rappeler que parce que les Iraniens l'ont exigé, le tout premier paragraphe de ce mémorandum d'incompréhension ou de ce mémorandum d'accord contenait 2 phrases dans lesquelles un pays était mentionné 3 fois. Ce pays, c'est le Liban. Alors c'est difficile pour les Occidentaux, pour les gens qui pensent en termes de réel politique, de comprendre pourquoi, bon sang, l'Iran se soucie autant du Liban. Franchement, aucun pays arabe ne le fait. Ils n'en ont strictement rien à faire du Liban. Je veux dire, oui, ils parlent beaucoup des Palestiniens, mais ils ne font jamais rien pour eux. Quel genre de pays est-ce donc, qui a, disons, une sorte de sens de la justice, une espèce de conviction écrasante? Enfin, pourquoi appelle-t-il ça l'arc de la résistance? Eh bien, en fait, il s'agit de résister à l'occupation. Les Amérindiens, eux, ont essayé de résister à l'occupation. Oubliez ça, ils ont perdu. Des siècles ont passé, et aujourd'hui, les peuples peuvent résister à l'occupation. Est-ce légitime? Bien sûr que oui. C'est conforme au droit. Le droit international dit que quand on est occupé, on a le droit de résister. Ah, et par la violence? Oui aussi. Les gens ne se rendent pas compte que quand Israël a occupé ces territoires, en 1967, en juin, quelques mois plus tard, en novembre, une résolution du Conseil de sécurité, la 242, disait qu'Israël devait se retirer des territoires occupés. L'ont-ils fait? Non. Ils continuent encore de s'agiter dans les territoires occupés, et ils occupent aussi une partie du Liban. Alors, un type comme moi, un adepte du réalisme politique, dirait « Si les Iraniens peuvent conclure un bon accord, pourquoi se soucieraient-ils de soutenir les forces de résistance au Liban? » Eh bien, je n'en sais rien, mais ils le font, bon sang. C'est un peu difficile à comprendre d'un point de vue purement réaliste, mais c'est la réalité. Donc, le premier paragraphe de ce protocole d'accord, le Liban. Il faut se calmer. Il faut arrêter ce que vous faites au Liban. Maintenant, ce type, le président ou le premier ministre, le nôtre, d'accord, ce n'est pas un homme libre. C'est une marionnette des États-Unis. Est-ce qu'il a vraiment une base solide au Liban? Eh bien, parmi les grands pontes,
parmi les gens fortunés et d'autres qui n'aiment pas le Hezbollah. Mais le Hezbollah, lui, a clairement la force de résister. Et comme vous le dites, ils ont maintenant des moyens modernes pour le faire. Donc, c'est un vrai élément de l'équation. Et si les Israéliens commencent à agiter ce front-là, ils ne peuvent pas se défendre contre ce que l'Iran peut leur envoyer. Et je parle bien sûr de missiles hypersoniques et de vagues de drones. Ces armes peuvent raser des zones entières d'Israël, notamment le nord du pays, et imposer leur volonté, forçant les Israéliens à se retirer du Liban s'ils le décident vraiment. Le feront-ils? Eh bien, je pense qu'ils pourraient le faire progressivement. Ils sont assez perspicaces pour ça. Mais Aoun, lui, n'est pas maître de son jeu. Il n'a aucune carte en main dans cette affaire. Rubio, lui, a déjà essayé de sauver la situation. Rubio already tried to save the situation. It went down. C'est tombé. Et franchement, j'ai beaucoup de peine pour le peuple libanais. Beaucoup soutiennent le Hezbollah, mais la plupart ne pensent pas vraiment que Aoun parle au nom des Libanais. Pour eux, il parle pour les Israéliens et pour les États-Unis. Alors, je ne sais pas combien de temps il va rester en place, mais j'espère que les gens vont finir par comprendre que, enfin, nous les Occidentaux, on ne saisit pas toujours ça. Mais les Iraniens, eux, sont vraiment sérieux quand ils parlent d'inclure les Libanais, ainsi que d'autres peuples dans ce qu'ils appellent l'arc de la résistance, pas l'arc des terroristes ou je ne sais quoi. Et en Irak, en Syrie et ailleurs, beaucoup ne se rendent pas compte qu'il y a en fait un regain d'admiration pour ce que l'Iran a réussi à accomplir, même si au fond, c'est surtout une forme de résistance face aux impérialistes. Certains d'entre eux le savent. Les forces américaines et israéliennes n'ont qu'un nombre limité de moyens pour résister à une attaque massive de l'Iran. Et si l'Iran décidait vraiment de s'y mettre, il pourrait rayer Israël de la carte, parce que ces missiles-là, il n'existe aucune défense efficace contre eux. Le dôme de fer ou tous les autres systèmes comme la fronde de David, tout ça, ça ne peut pas arrêter ces missiles. Donc, tôt ou tard, Trump et Netanyahou, ou ceux qui seront en place, vont devoir comprendre qu'il faut revoir leurs ambitions à la baisse. Ce qui m'inquiète encore une fois, c'est qu'en situation extrême, ils finissent par recourir à des mesures vraiment extrêmes. Ray, quand tu en parles, le front en Ukraine. Oui, la situation est critique. L'Occident essaie de faire passer l'idée, ou cette sorte de propagande circule, que la Russie, à cause des attaques de drones contre ses installations pétrolières, serait sous une énorme pression et qu'elle réagit de telle ou telle manière. Mais quand on regarde le comportement de la Russie jusqu'à présent, la guerre a commencé en 2022. Et toi et moi, on se souvient très bien de la façon dont tout a démarré et de la manière dont la Russie a essayé de négocier avec l'Occident. Ça a échoué. Et aujourd'hui, on approche des 5 ans de guerre. Mais il ne me semble pas que la Russie soit prête à changer d'attitude. Leur ligne, je dirais, c'est patience. Patience et encore patience. Ils veulent négocier, 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 comme on le sait. C'était leur politique. Mais de l'autre côté, on ne voit pas les Européens ni les États-Unis, sous l'administration Trump, reculer ou chercher à comprendre vraiment la question de l'Ukraine. La Russie peut, je ne sais pas quelle est la perception à Washington, mais la Russie, elle, ne va pas reculer. C'est une superpuissance. Économiquement, elle est plus forte qu'avant le début de cette guerre. Et militairement, son armée s'est transformée en une force gigantesque aujourd'hui. Ils sont incroyablement performants en ce moment. Ils produisent des munitions et se battent sur le terrain. Avec l'expérience qu'ils ont acquise grâce aux drones et les forces combinées qui sont entrées en Ukraine, certains diraient que c'est aujourd'hui l'armée la plus puissante du monde, parce qu'ils combattent depuis 5 ans tous les pays de l'OTAN aux côtés des Ukrainiens. Mais le problème de la Russie, ce n'est pas en Ukraine qu'il se trouve. Il est ailleurs, en Europe et à Washington,
dans cette volonté de poursuivre la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. C'est ça le vrai problème. Comment voyez-vous ce front et comment percevez-vous la manière dont la Russie mène cette guerre? Well, John Mearsheimer, Eh bien, John Mearsheimer, qui est un ami à moi et que j'admire beaucoup, a dit lors d'un forum public, en réponse à une question que je lui avais posée il y a environ 2 ans, que Poutine avait envahi l'Ukraine parce qu'il n'avait pas d'autre option. L'armée ukrainienne avait été armée, équipée et entraînée par l'OTAN pendant les 8 années précédentes. C'était une force redoutable. En réalité, les Russes n'étaient pas vraiment en mesure de rivaliser avec eux. Mais Poutine pensait qu'il devait faire quelque chose pour protéger les populations russophones du Donbass. Et il l'a fait après avoir obtenu le nihil obstat de Xi Jinping, n'est-ce pas? Autrement dit, son feu vert. Maintenant, les forces russes n'étaient pas, comme certains le disent, engagées dans une invasion à grande échelle. C'est n'importe quoi. Des balivernes, comme diraient les Britanniques. Les Russes avaient environ 90 000 hommes. Ils sont montés vers Kiev et ils l'ont menacé. Et on sait maintenant qu'ils ont été piégés pour retirer leurs troupes par 2 personnes, Macron en France et Boris Johnson au Royaume-Uni. Comment ça s'est passé? Eh bien, il faut se souvenir que le lendemain de l'invasion du Donbass, une partie de l'Ukraine, Poutine a nommé un de ses meilleurs collaborateurs pour rencontrer les Ukrainiens et voir s'il était possible de trouver un accord pour arrêter ce carnage. Aucun de nous n'a besoin de ça, d'accord? Ils ont négocié en Biélorussie, puis ils sont allés à Istanbul, d'accord? Oui. Et ils sont parvenus à un accord début avril, d'accord? Pas d'Ukraine dans l'OTAN, d'accord? On désarme le long d'une ligne. On remet la question de la Crimée et des autres territoires à plus tard. Le Donbass reste en Ukraine. D'accord. Et Poutine était directement impliqué dans tout ça, tout comme le chef de l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Russes se sont arrêtés. Vous vous souvenez de cette ligne de chars, là, à l'extérieur de Kiev? Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? En tant qu'officier d'infanterie, c'est impensable. Il suffit d'un seul avion pour détruire tous ces chars. Ils se sont arrêtés, d'accord? Pourquoi ils se sont arrêtés? Eh bien, Macron a dit à Poutine, « Écoute, on sait que cet accord a été négocié, mais tu ne peux pas demander aux Ukrainiens d'arrêter avec un pistolet sur la tempe. » Ce serait un beau symbole, un beau geste, si vous retiriez ces chars. Et Poutine dit, « D'accord, on a un accord en cours, si c'est tout ce qu'il faut. » Et ils l'ont fait. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Boris Johnson arrive. Alors ça, ce n'est contesté par personne. Le négociateur ukrainien s'appelait David Arakamia. C'était le principal représentant ukrainien. Il est revenu, il a parlé au Kyiv Post et il a dit, « Écoutez, tout avait été paraphé de notre côté. On était prêts à y aller. » Poutine et Zelensky devaient même se rencontrer pour signer cet accord. Et Boris Johnson est venu et a dit « Non, 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 ce n'est pas du tout ça, le but. Ce qu'il faut, c'est tenir tête à cet homme. Et nous, on vous soutiendra militairement aussi longtemps qu'il le faudra. » D'accord. Alors, qu'est-ce que les Ukrainiens ont fait à ce moment-là? Ils ont dit « Eh bien, on ne va pas signer ce truc-là. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, il y a eu un massacre à Boutcha, un massacre d'Ukrainiens. Et selon moi, tout ça a été monté par les services de renseignement britanniques pour montrer à quel point les Russes étaient méchants, cruels, horribles. D'accord. Histoire de justifier cette idée de sortir de l'accord et de ne pas céder. Pendant ce temps, notre secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, disait clairement « L'objectif, c'est d'infliger une défaite stratégique à la Russie. » Donc, franchement, pas besoin de moi, ni de John Mearsheimer, ni de qui que ce soit d'autre,
pour comprendre que Poutine pensait ne pas avoir d'autre choix. Poutine avait déjà renoncé à l'idée d'intégrer le Donbass à la Russie. Ça, c'est venu plus tard, quand les Russes ont commencé à pouvoir résister à une armée ukrainienne bien entraînée et bien équipée. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la situation actuelle, comme vous le soulignez, c'est que les Russes ont renforcé leur puissance militaire. Et maintenant, ils disposent de moyens, disons, de l'équivalent de Starlink, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils peuvent guider leurs drones et d'autres missiles d'une manière qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. Avant, les Ukrainiens avaient un avantage, justement parce qu'ils avaient Starlink. Mais maintenant, les Russes peuvent aussi brouiller Starlink. Donc les Russes sont en position de force, là en Ukraine. Ils n'ont pas besoin d'en faire plus que d'user les forces adverses. Slaviansk est sur le point de tomber. Et ça voudrait dire qu'il reste très peu de positions fortifiées entre l'endroit où se trouvent les Russes aujourd'hui et le fleuve Dniepr. Ce qui est curieux, c'est que Poutine n'est pas seulement prudent, perspicace et réticent à provoquer. Il est aussi très conscient du fait que si la guerre se termine simplement par une victoire russe, il lui faudra un cordon sanitaire, une zone tampon large de plusieurs centaines de kilomètres, pour éviter que les Ukrainiens de l'Ouest continuent à faire ce qu'ils font aujourd'hui contre la Russie. Alors comment s'y prend-il? Eh bien, il essaie de garder les États-Unis impliqués. Et là, c'est étrange, d'accord? Il veut que les États-Unis restent engagés, pas tellement sur le plan militaire, mais politiquement, avec les Européens. Parce que franchement, ce sont, je ne sais pas quel mot employer, ce ne sont pas des dirigeants sérieux, et d'ici un an, ils auront tous disparu de la scène. Donc, à ce stade, Poutine ne veut pas seulement une victoire militaire. Il veut que ses intérêts fondamentaux soient respectés, comme il avait essayé de le faire comprendre à l'Occident en 2021, avant la guerre. Et cela passe par une nouvelle architecture de sécurité en Europe qui protège non seulement les Russes, mais aussi le reste de l'Europe occidentale. Et ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire une Ukraine neutralisée. Pas seulement le Donbass, mais bien l'ensemble de l'Ukraine. Il ne peut pas y arriver sans les États-Unis. Et c'est, à mon avis, la raison pour laquelle il ménage Trump, qu'il essaie de traiter avec précaution et à qui il accorde le bénéfice du doute à chaque occasion. Moins ces derniers temps, d'ailleurs. Je pense que cette attitude américaine, plus conciliante envers les Européens, a poussé Poutine et ses conseillers à réfléchir à 2 fois. Mais il me semble que Poutine garde toujours la main. D'ailleurs, hier encore, il y a eu cette attaque contre les installations d'Amazon, enfin, leur équivalent là-bas, qu'ils appellent Wildberries. C'est à Moscou, et dans une autre ville aussi. C'est super. Des entrepôts qui se sont effondrés comme des blocs. C'était un énorme incendie, une attaque très démonstrative. Alors, qu'est-ce que Poutine va faire? Eh bien, vous savez, il n'attaquera pas un membre de l'OTAN, d'accord? Je le dis depuis le début. Il n'a pas besoin de le faire. Alors, que va-t-il faire? Ce matin même, la présidente de la Chambre haute en Russie a déclaré « Je suis convaincu que notre réponse sera à la fois rapide et résolue. » D'accord. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est l'équivalent du président du Sénat chez nous. Donc rapide et résolu. Vous savez, il arrive un moment où, à mon avis, Poutine est sous pression pour riposter de manière visible. Et donc, je suis prêt à envisager que voilà venir l'Archinoc. D'accord? Voilà qu'arrive l'Archinoc, comme ils disent sur les centres de décision à Kiev. D'accord. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, il n'y aura pas beaucoup de victimes civiles. Il n'y aura pas de radiation non plus. Lors du dernier essai, qui visait un point au sud de Kiev, Poutine a dit « Regardez, ce qu'on voulait faire, c'était creuser ce trou dans le sol, pour ainsi dire, en termes civils.
Ensuite, on a envoyé des drones pour voir, waouh, quels dégâts ça avait causé. Combien de puissance ou de vitesse il nous faudrait en plus. Comme ça, la prochaine fois, on pourra le faire correctement. On éliminera la cible, peu importe la profondeur à laquelle elle est enfouie, et il n'y aura pratiquement pas de dommages collatéraux. Waouh! Et qui serait visé par ça? Eh bien, les centres de décision à Kiev. Ma réaction à tout ce discours sur les représailles, c'est oui, représailles. Je veux dire, les Russes ripostent massivement depuis une semaine, chaque nuit. D'accord? Qu'est-ce qui les empêcherait d'envoyer un Archinoc là-bas? Pas grand-chose, à mon avis. Donc pour la première fois, je pense qu'avec, disons, la brûlure des myrtilles, ils pourraient se laisser provoquer et utiliser cette arme juste pour montrer aux Ukrainiens et au reste de l'Occident les capacités impressionnantes que les Russes ont développées. Depuis 10 ans, depuis qu'ils ont finalement renoncé à négocier un accord correct avec les Américains. Les Américains, eux, étaient sourds à l'idée que les Russes puissent mettre au point des systèmes capables de contourner n'importe quel bouclier antimissile, de passer par le pôle sud en permanence ou de se déplacer sous l'eau. Enfin, bon, tout ça, c'est déjà arrivé. Et pour la première fois de ma vie, et ça remonte à un bon moment, les Russes sont devenus une puissance militaire plus dominante que les États-Unis. Peut-être pas en matière d'armes stratégiques, Dieu nous garde qu'elles soient un jour utilisées, mais dans tout ce qui concerne les armes conventionnelles. Et en plus, comme vous le soulignez, avec presque 5 ans d'expérience tactique et opérationnelle en Ukraine, on peut maintenant parler d'une véritable guerre à grande échelle. L'armée russe, tant qu'elle avance de manière mesurée et que les Russes continuent à développer des moyens pour contrer Starlink et d'autres systèmes, ce qu'ils font d'ailleurs, eh bien, laissez-moi ajouter encore une chose. Je rangeais des documents et je suis tombé sur un compte-rendu d'un exposé que Poutine avait donné à bord d'un sous-marin, là-haut, dans le nord de la Russie. Il parlait, sous-mariniste, de manière assez spontanée. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous savez, à propos des Américains, j'espère que je ne leur fais pas trop confiance. J'espère simplement que, enfin bon, vous voyez, Poutine a déjà été critiqué pour avoir trop fait confiance aux Américains, que ce soit à propos de Minsk, d'Istanbul, ou encore de la promesse faite personnellement par Biden à Poutine le 30 décembre 2021 de ne pas installer de missiles offensifs en Ukraine. C'est documenté. C'était un engagement direct, d'homme à homme, d'accord? Et les États-Unis sont revenus dessus. Alors oui, bien sûr qu'il y a de l'opposition. Des gens lui disent « Tu vas encore faire confiance à ce type ». Il le sait. Et il dit à ses marins, à ses sous-mariniers, « J'espère que je ne suis pas en train d'accorder trop de confiance aux États-Unis ». Il est conscient de ça. Et pourtant, moi je le vois en pleine possession de ses moyens. Je ne vois pas menacé. Mais encore une fois, vous savez, qu'est-ce que j'en sais? Les coups d'État de palais, par définition, on ne peut pas les prévoir, non? Donc, c'est toujours possible. Mais je pense qu'il va rester en place sur le long terme. Et je crois que c'est dans l'intérêt de l'Occident qu'une personne aussi mesurée, aussi attentive aux réalités sur le terrain, et qui évite de provoquer l'un ou l'autre camp, reste au pouvoir pendant un certain temps. Ce sera intéressant de voir ce qui va se passer lors des élections à la Douma. Je crois qu'elles arrivent bientôt, dans quelques mois à peine. Et on verra s'il y a une véritable opposition à Poutine pour ne pas avoir réagi plus fermement. Ça devrait se refléter dans les résultats, selon qui sera élu. Parce que je pense que le système russe n'est plus aussi autocratique qu'il l'était. Je crois que les gens peuvent maintenant exprimer leurs souhaits à leurs représentants. On verra bien comment se dérouleront les élections à la Douma. Ce sera un signe pour savoir si Poutine doit vraiment revoir ses ambitions à la baisse et éviter de trop faire confiance aux États-Unis,
ou s'il peut continuer comme il le fait déjà, avec prudence, mais aussi avec une grande assurance, convaincu d'avoir l'avantage, surtout en Ukraine, avec le soutien total du grand frère Xi Jinping. Encore une fois, c'est un changement tectonique qui compte, parce que Poutine soutiendra aussi Xi Jinping sur la question de Taïwan, de la mer de Chine méridionale, peu importe ce qui se passe. Quoi que Xi Jinping décide de faire concernant les missiles hypersoniques au Japon ou en Corée du Sud, on peut s'attendre à ce que Poutine appuie la Chine de toutes les manières possibles. Et si cela devait aller jusqu'à une confrontation militaire, eh bien, il existe désormais 3 fronts sur lesquels les États-Unis sont engagés, et où il est possible de semer des troubles. Encore une fois, l'Ukraine, l'Asie de l'Ouest et maintenant l'Asie de l'Est aussi. Et il y a une alliance redoutable entre la Chine, la Russie et la Corée du Nord. Alors, laissez-moi dire un mot sur la Corée du Nord. Il y a plus de 2 ans, on a appris que les Russes avaient donné à la Corée du Nord leur arme presque la plus récente, un missile balistique intercontinental. Comment s'appelait-il déjà? Le Topol-M. Les Chinois l'appelaient... Enfin, je ne me souviens plus. Mais de quoi était-il capable? De frapper n'importe quelle partie des États-Unis, de l'Alaska jusqu'à Mar-a-Lago, si nécessaire, d'accord? Est-ce qu'on pouvait l'intercepter? Pas avec un système antimissile, non? Il avait les leurs les plus sophistiqués, toutes sortes de moyens pour passer à travers. Les Russes ont donné ça aux Nord-Coréens, d'accord? Eh bien, j'ai été surpris. Je veux dire, je ne pensais pas que Poutine le ferait, mais il l'a fait, il y a 3 ans, d'accord? Et on a vu les Nord-Coréens arriver avec un contingent assez important pour aider à repousser les Ukrainiens de l'oblast de Koursk, il y a 2 ans. Donc cette alliance est solide, ils s'entraident, et il existe un traité de défense mutuelle entre la Corée du Nord et la Russie. Là encore, ça m'a surpris. Il n'y a pas si longtemps, il y a environ 3 ans, la Russie s'est engagée pleinement à défendre la Corée du Nord en cas d'attaque. Et l'inverse est vrai aussi. Mon Dieu. Les choses se sont donc durcies d'une manière, disons, pas très saine pour la paix mondiale, mais plutôt dans une logique de dissuasion. J'espère vraiment que les conseillers de Trump sont conscients de ces nouvelles réalités, de ces changements tectoniques qui sont bien réels. Oui, exactement. Merci beaucoup, Ray, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Merci de m'avoir invité, Nima.